Bonjour à tous. Les inégalités entre l'Hexagone et les territoires ultramarins restent au cœur des préoccupations. La Caisse nationale des allocations familiales est auditionnée par le Sénat pour faire le point sur l'accès aux prestations sociales et les réalités vécues outre-mer. Pour soutenir Hémicycle, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous auditionnons ce jour Madame Constance Bensoussan, directrice générale de la Caisse nationale des allocations familiales, et Madame Gaëlle Choquet-Marchand, directrice générale déléguée, en visioconférence. Mesdames, notre commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe communiste républicain citoyen écologique Kanaki. Nos auditions ont débuté en février dernier et nos conclusions sont attendues d'ici au début du mois de juillet. Madame Evelyne Corbière-Namazo en est la rapporteure. Permettez-moi de rappeler les grands principes qui guident nos travaux. Nous cherchons à comprendre les raisons de la persistance, voire l'aggravation des inégalités dans les Outre-mer, notamment en matière de développement économique, d'emploi, de revenus et de santé. Il s'agit d'identifier les causes profondes de ces fractures, tant entre les territoires ultramarins et l'Hexagone qu'au sein même des sociétés ultramarines. La Caisse nationale des allocations familiales est au carrefour de nombreuses politiques contribuant directement à la lutte contre ces inégalités dans les Outre-mer. À cet égard, nous serions intéressés de connaître votre analyse sur la notion d'inégalité systémique. Partagez-vous le choix de ce qualificatif pour le sujet de notre commission d'enquête ? Une des préoccupations majeures de nos travaux porte aussi sur la jeunesse et le déterminisme social qui plane sur une majorité des jeunes ultramarins condamnés à la reproduction des inégalités. Diriez-vous que les politiques familiales, notamment le soutien à la parentalité, le programme 1000 premiers jours ou le service public de la petite enfance sont à la hauteur des enjeux outre-mer ? En première analyse, les retards sont majeurs et la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs semble très approximative dans la plupart des territoires. Vos propositions pour changer l'échelle nous intéressent naturellement. Sur le soutien à la restauration scolaire indispensable, quand on sait que pour beaucoup d'élèves ultramarins, la cantine est le seul vrai repas de la journée, vos propositions sont également attendues. Par ailleurs, la CAF intervenant dans la gestion du RSA et de la prime d'activité, nous aimerions avoir des éléments sur les taux de non-recours et les résultats que vous obtenez pour améliorer l'accès aux droits. Mesdames, je rappelle qu'un questionnaire indicatif vous a été transmis en amont afin de mieux cerner nos premières interrogations et nous vous remercions de nous avoir déjà transmis des réponses écrites. Alors, cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Madame Bensoussan, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je veux reprendre. Merci. Madame Choquet-Marchand, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Merci, madame. Si vous le voulez bien, madame la directrice générale, vous pourriez nous faire une présentation liminaire de 5 à 10 minutes maximum impérativement, après laquelle je laisserai la parole à madame la rapporteure, puis à mesdames et messieurs les commissaires pour vous poser des questions. Je vous remercie et nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure, bonjour à tous. Je vous propose, et merci pour votre propos aussi introductif, je vous propose peut-être pour commencer de revenir sur le panorama des prestations légales de la CAF qui sont servies dans les départements d'outre-mer, leur évolution et la façon dont elle fonctionne aussi, ce qui permettra ensuite peut-être de rentrer plus directement dans le vif du sujet des questions que vous nous avez passées et en effet du questionnaire que nous avons bien reçu. Peut-être pour commencer, rappeler qu'en effet, quand on regarde les quelques données chiffrées, pour donner un peu la mesure des problématiques,
dans les derniers chiffres dont nous disposons, en 2022, l'ensemble des CAF ont versé des prestations à plus de 13,5 millions de foyers allocataires. Vraiment, c'est le chiffre global, ce qui représente 32,4 millions de personnes, dont 13,6 millions d'enfants. Si on fait à ce moment-là, si on fait un focus sur les CAF ultramarines, donc on a 5 CAF ultramarines, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte. Ces CAF-là ont versé des prestations à 600 000 foyers allocataires, qui représentent 1,4 million de personnes, dont 615 000 enfants. Voilà, je me permettais de vous partager ces données un peu globales qui permettent aussi de situer le sujet, pour peut-être maintenant aborder aussi le fait qu'en effet, on a des CAF ultramarines qui sont singulières et qui versent des prestations qui sont différentes et qui sont aussi héritées de l'histoire, comme vous le savez. Peut-être pour commencer, comme vous le savez aussi, les caisses d'allocation familiale dans leur forme actuelle, qui existent en métropole depuis 1946, en Outre-mer ont commencé à se développer à partir des années 70 grâce à la loi de 1967. Et à Mayotte, une CAF de sécurité sociale a vu le jour en 2015. Donc, on était sur, y compris en termes temporels, un chemin différent. Le choix a été fait dès le départ de confier aux CAF des ultramarines un champ de compétences plus étendu, dans la mesure où elles sont aussi en charge, elles couvrent aussi les caisses de mutualité sociale agricole de la MSA. À l'époque, le cadre législatif qui a été retenu a acté que les droits aux allocations et leurs montants qui étaient applicables aux populations d'outre-mer seraient différentes de celui en cours pour les résidents de métropole. Assez rapidement, et parce que ça a pu être vécu aussi comme un sentiment d'injustice, ça a fait l'objet de nombreuses revendications des représentants politiques de ces territoires et qui ont donné lieu progressivement à des évolutions. Peut-être autre élément de mise à plat, ou en tout cas de diagnostic du point de vue de la CNAF et des CAF. On voit que au sein des CAF, en Outre-mer, ce sont des territoires pour lesquels les prestations jouent un rôle très fort d'amortisseur social. Donc, ce qui fait évidemment écho à ce que vous disiez aussi sur la présence d'inégalités que vous qualifiez de systémiques. Quelques chiffres aussi pour préciser cela et qui nous remontent des CAF ultramarines. Toujours en 2022, les CAF ultramarines vont couvrir 63% de la population, contre un petit peu moins de la moitié, 47%, en métropole. Donc on est déjà sur un premier différentiel. Il y a des chiffres par ailleurs différents, bien sûr, selon les départements d'outre-mer. Si on prend les allocations familiales, on se retrouve aussi avec une différence, vu qu'elles couvrent 74% de la population d'outre-mer contre 62% en métropole. Et enfin, dernier élément, et qui fait aussi écho à ce que vous avez souligné, peut-être l'importance de toutes ces prestations, dans la mesure où les prestations CAF qui sont perçues tous les mois constituent, pour un tiers des allocataires, en Outre-mer, leur seul revenu pour vivre. Et quand on compare cela à la métropole, c'est 2 fois moindre, vu qu'on est sur 17% des allocataires qui sont dans cette situation. Donc on voit en effet que par rapport à cette situation d'inégalité forte qui existe outre-mer, les prestations familiales et les prestations sociales jouent un rôle assez majeur de réduction, en tout cas d'amortissement de ces inégalités et d'outils en faveur de la cohésion sociale. Je l'ai dit, et je passerai aussi vite là-dessus, le cadre législatif initial avait prévu des différences entre les territoires ultramarins, entre les départements d'outre-mer et la métropole. Et on voit que ce cadre législatif a évolué vers une égalisation progressive des prestations. Et aujourd'hui, à l'exception de Mayotte, pour lequel on a encore des droits applicables en matière de prestations familiales, qui s'inscrivent encore dans une trajectoire de convergence progressive, l'égalité est presque réalisée. Il y a encore des différences et on pourra bien sûr y revenir sur le plan du droit. Et toute nouvelle prestation légale qui est prise est automatiquement ouverte sur l'ensemble du territoire national. Donc on est dans ce processus d'égalisation, parce que convergence, c'est plus le sujet de Mayotte, qui est davantage enclenché. Néanmoins, et je vous propose aussi de revenir sur cela dans mon propos, on voit qu'il y a encore quand même quelques différences qui subsistent entre les DOM et la métropole.
Premier élément, les allocations familiales sont versées dès le premier enfant dans Outre-mer. En métropole, comme vous le savez, les allocations familiales sont attribuées jusqu'à l'âge de 20 ans et à partir du deuxième enfant à charge. Il y a une majoration pour âge qui est attribuée lorsque le deuxième enfant atteint l'âge de 14 ans et lorsque l'aîné des enfants des familles de 3 enfants est âgé de 20 à 21 ans. Outre-mer, les allocations familiales vont être versées dès le premier enfant à charge et leur montant versé va être un montant forfaitaire pour ce premier enfant qui ne va pas varier selon les revenus, ce qui n'est pas le cas pour les prestations qui sont versées en métropole. Par ailleurs, on a une majoration pour âge qui est attribuée lorsque l'enfant atteint 11 ans. Et le montant de ce supplément va être augmenté aux 16 ans de l'enfant. À partir du deuxième enfant, en revanche, les conditions d'attribution des allocations familiales et les montants vont être identiques dans Outre-mer, hors Mayotte, où la majoration n'est pas en vigueur. Donc pour le coup, on a un cadre qui est similaire. Concernant Mayotte, les allocations familiales sont versées pour les familles ayant un seul enfant à charge, mais le montant n'est pas modulé en fonction des ressources. Et par ailleurs, après, les montants pour le deuxième, le troisième et les autres enfants ne va pas être du même niveau que celui qui existe dans les autres territoires ultramarins et en métropole. On a également un traitement différent du complément familial dans les conditions d'attribution. Dans la mesure où, dans l'Hexagone, le complément familial est versé sous conditions de ressources aux familles d'au moins 3 enfants, dès lors qu'ils sont tous âgés de plus de 3 ans et de moins de 21 ans. Et Outre-mer, le complément familial, il est également attribué sous conditions de ressources, mais aux familles qui vont assurer la charge d'au moins un enfant âgé de plus de 3 ans et de moins de 5 ans. Par ailleurs, autre différence notable dans les prestations qui sont versées par les CAF, comme je crois que cela vous a été transmis, l'aide personnalisée au logement n'est pas servie Outre-mer. En revanche, on a un autre dispositif qui est en vigueur, qui est l'aide à l'accession, qui pour le coup a été supprimé en métropole. Donc là, pour le coup, on est sur une dynamique qui est quand même un petit peu différente. Et avant de terminer sur Mayotte, juste vous souligner que dans ce panorama des prestations, on a 2 prestations qui sont spécifiquement réservées aux DOM et qui sont le RSO, le revenu de solidarité outre-mer d'une part, créé en 2001 et qui est destiné aux seniors sans emploi, non inscrits au chômage en qualité de demandeurs d'emploi et âgés d'au moins 55 ans, qui n'ont pas atteint l'âge de prendre la retraite et qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail. Néanmoins, on voit qu'il y a de moins en moins de recours à cette prestation depuis que le RSA a été calculé et une prestation qui est plus alignée métropole et outre-mer. Autre prestation spécifique, et vous l'avez évoqué dans votre propos, la PARS, donc la prestation accueil et restauration scolaire, pour le coup qui n'existe qu'outre-mer. On a 352 934 enfants qui en ont bénéficié durant l'année scolaire 2022-2023. Alors, quand je dis en ont bénéficié, comme vous le savez, ils en ont bénéficié de façon indirecte, vu que ce n'est pas une prestation qui est versée directement au foyer, mais bien aux écoles et aux services de restauration scolaire. Cette prestation, elle est gérée par les CAF et elle est financée par le Fonds national des prestations familiales. Donc, comme son nom l'indique, le fonds qui gère les prestations familiales. Et concernant la PARS, c'est un texte de la direction de la sécurité sociale qui ne peut pas être supprimé, qui détermine son montant chaque année. Au-delà de ces différences qui touchent les différents territoires, on a bien sûr la situation particulière de Mayotte, sur laquelle je terminerai mon propos, avec des écarts qui restent encore importants avec les autres territoires, et un calendrier de convergence sur l'ensemble des prestations, dont les dates sont quand même encore un peu soumises à discussion, mais avec pour chaque prestation une date qui est prévue, et un calendrier qui s'échelonne 2026, 2031, 2036. Enfin, voilà, donc on a plusieurs étapes en ce sens. En revanche, et peut-être très rapidement pour terminer, il y a également des prestations qui ne sont pas versées à Mayotte, notamment concernant la politique de la petite enfance et la politique familiale et de la petite enfance, que ce soit les prestations d'accueil du jeune enfant, l'allocation de soutien familial ou encore le revenu de solidarité active majoré. Et
à côté de ces prestations qui ne sont pas versées à Mayotte, on a également des prestations versées à Mayotte, mais avec des conditions ou des montants qui sont différents. J'en ai parlé juste avant, s'agissant des allocations familiales et du complément familial, ainsi que du complément mode de garde. Et l'allocation de rentrée scolaire, pardon, j'avais oublié, et d'autres allocations sur lesquelles on pourra revenir, sachant que, s'agissant du RSA, les conditions pour bénéficier du RSA ne sont pas les mêmes, vu que l'exigence d'être titulaire d'un titre de séjour autorisant à travailler, c'est une exigence, je dirais, de 15 ans et non de 5 ans, comme ça existe en métropole, ce qui n'est pas le cas pour la prime d'activité, où cette durée d'exigence est de 5 ans, comme sur le territoire de la métropole. Voilà, c'était peut-être l'introduction que je souhaitais un peu vous partager pour repartager les prestations sur lesquelles la CNAF et les CAF interviennent et qui sont alors, soit les mêmes, soit progressivement adaptées, soit qui n'étaient pas les mêmes et qui ont été progressivement du coup égalisées pour l'outre-mer. Merci, je vous remercie madame pour vos prestations. Mais moi je voulais savoir par rapport aux aides au logement, l'allocation logement et les APL, la différence entre l'Hexagone et les départements d'outre-mer. C'est vrai qu'on ne l'avait pas mis dans le questionnaire, mais je pense que c'est important de voir cette différence. Moi, je voulais savoir s'ils prennent en compte les loyers, les loyers réels ultramarins, qui sont quand même beaucoup plus chers, et effectivement le surcoût structurel. Parce qu'en métropole, je pense que vous avez 3 zones, et nous, on est assimilés à la zone 2. Corse et... je sais pas. Alors, j'essaie juste de vous retrouver ça rapidement. Alors, en fait, pour le coup, on n'est pas sur... J'essaie juste de retrouver les éléments que je crois que j'avais, mais que j'ai du mal à retrouver, mais au cas où, on pourra vous envoyer les éléments par écrit. Non, sur ce sujet, on est vraiment sur un système très, très différent. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas le système et je parle évidemment sous le contrôle de Gaël Choquet-Marchand, mais on n'est vraiment pas sur un système d'allocation logement avec les zonages, les calculs, c'est vraiment pas le même dispositif. En revanche, c'est vraiment très ciblé sur, comme on se disait, l'aide à l'accession pour ce qu'on appelle les résidences foyers, donc notamment les résidences sociales. Voilà. Exactement. Donc on est vraiment sur un système qui obéit à ses propres règles, mais je ne sais pas si Gaël... Même par rapport au coût du loyer. Ça, par rapport au coût du loyer... Vas-y, je te laisse. Si vous me permettez, je propose... Oui, il n'y a pas de problème. Je pense que Mme Bensoussan, merci. Donc, effectivement, il existe 3 aides au logement. L'aide au logement à caractère social, l'aide au logement à caractère familial et l'aide personnalisée au logement. La dernière aide supposant préalablement la signature d'une convention entre l'État et le bailleur sur un certain nombre de conditions à la fois liées au démarrage de la construction, mais également à la politique d'accueil. En Outre-mer, hormis, comme le disait Madame Bensoussan, désormais pour les résidences foyers, nous n'avons pas ce type de convention. Donc d'un point de vue opérationnel, c'est l'allocation logement à caractère social et l'allocation logement à caractère familial qui sont servis en Outre-mer. Donc on est effectivement sur des mécanismes d'un point de vue administratif qui renvoient à des conditions différentes. Par contre, du point de vue du calcul et donc opérationnellement des droits servis aux allocataires, les réglementations sont progressivement rapprochées et donc les locataires en Outre-mer bénéficient à situation équivalente des mêmes droits en termes monétaires que un allocataire en hexagone qui aurait bénéficié de l'APL. Par contre, comme le disait Madame Bensoussan, là où en France le dispositif a été supprimé, les territoires d'outre-mer ont conservé la possibilité d'une allocation logement à des situations d'accession, ce qui n'existe plus en hexagone.
Donc sur la question des aides au logement, les dispositifs sont de nature différente. En revanche, les niveaux de droit pour les allocataires sont comparables et il y a la possibilité des aides à l'accession. Je ne pensez pas que c'est une différence dans le cas qui pénalise. Nous avons la vie chère, nous avons des loyers beaucoup plus chers et l'aide au logement est quand même inférieure par rapport au prix du loyer. Il n'y a pas effectivement de convention avec les organismes d'HLM comme sur l'Hexagone. C'est vrai que par rapport à ce que vous venez de nous répondre, c'est que la prestation est donnée, je crois, au premier enfant aussi sur les aides, si vous voulez. Mais bon, je trouve que c'est vrai qu'on a un risque accru d'impayés par rapport au coût des loyers. Et est-ce qu'il y aurait une solution pour pallier et un accompagnement à faire ou un changement, je ne sais pas, par rapport à... parce que les coûts des loyers, le loyer augmente régulièrement en Outre-mer. Donc vous avez raison de souligner que le calcul de l'aide au logement se fait avec la prise en compte du loyer, mais dans la limite d'un plafond. Et donc sur certains territoires, dont les territoires d'outre-mer, la réalité des loyers peut être supérieure à ce plafond. Et donc effectivement, on ne tient compte que partiellement de l'effort fait par les familles. C'est vrai en outre-mer, mais c'est vrai aussi sur certains territoires de l'Hexagone. Donc potentiellement, une augmentation de ce plafond serait de nature à davantage solvabiliser les foyers locataires. Par contre, on n'observe pas de particularisme, je dirais, en termes de volume sur les situations d'impayés. Les territoires d'outre-mer sont effectivement concernés par des impayés de manière peut-être plus forte que sur des territoires plus riches, mais comparables à d'autres départements en Hexagone, comme la Seine-Saint-Denis ou le Nord. Merci, je laisse la parole à Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames, Madame la Directrice Générale, Madame la Directrice, Madame Chouquet, pardon. Je reviens sur la question de Madame la Présidente et je rajouterai que effectivement, peut-être, il y a quand même un très fort taux d'impayés en Outre-mer, et on constate de très grosses dettes locatives. Mais à côté de ça, du fait du mécanisme que vous venez de décrire, les logements ne sont tout simplement pas attribués quand le taux d'effort est trop important. Et vous l'avez mentionné, effectivement, le taux d'effort est important. Il ne peut être que de plus en plus important là où les loyers augmentent. Je referme la parenthèse et je reviens un peu sur les questions qui me tenaient à cœur. Je voulais redire que effectivement cette commission d'enquête, elle porte sur les inégalités systémiques et l'audition d'aujourd'hui est très importante puisque c'est un peu le cœur de votre action d'intervenir auprès des familles en difficulté ou qui présentent des fragilités sociales, notamment dans l'accompagnement des enfants, l'accompagnement à la parentalité et l'intervention que vous avez globalement auprès de la jeunesse. Moi, j'aurais aimé savoir, puisque vous avez dans vos réponses apporté beaucoup d'éléments sur les actions qui sont portées sur les territoires ultramarins dans les différentes CAF. Je voulais savoir si vous aviez, à travers, par exemple, les schémas départementaux de services aux familles, des actions spécifiques tournées vers la réduction du taux de surmortalité infantile, qui est très largement supérieur aux moyennes hexagonales. Je vois qu'il y a des actions qui sont déclinées, des actions nationales qui sont déclinées en territoire ultramarin, mais j'aurais aimé savoir si dans le cadre d'actions innovantes, comme c'est souvent spécifié dans les schémas départementaux de services aux familles, vous aviez des actions spécifiques tournées vers la réduction de ce taux de mortalité qui prennent à la fois en compte
les spécificités, la précarité, la pauvreté grandissante, l'accompagnement à la parentalité et puis l'accueil du jeune enfant et la santé des femmes avec les prévalences spécifiques à certaines pathologies qu'on a pu nous mettre en relief dans le cadre de cette commission d'enquête, à savoir le diabète et en fait toutes les pathologies afférentes et les complications liées au diabète spécifiquement. J'avais également une autre question qui porte, elle, non plus sur le logement, mais sur le transport. La réalité de terrain fait que nous avons une offre de transport qui est limitée de par l'investissement de départ, puisque nous ne disposons de rails dans aucun territoire ultramarin. Et lors de notre déplacement en Martinique, nous avons pu constater les freins dans l'accès à la santé, dans l'accès à l'éducation, à la formation et l'accès au travail, les freins liés au problème du transport. Je vois qu'il y a des aides au transport pour les enfants en période de vacances qui existent, des aides au transport pour les enfants porteurs de handicap. Mais qu'en est-il d'un régime général? Existe-t-il, là encore, des actions innovantes qui pourraient être portées puisque, ça a été, ce que la présidente a relevé sur la problématique du logement peut être aussi décliné sur le problème du transport. Voilà mes deux questions et puis j'en aurai peut-être d'autres. Merci. Merci, donc on vous laisse répondre à ces questions. Merci beaucoup. On pourra le faire à deux voix, si ça vous convient, comme on vient de le faire là. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. S'agissant du schéma de service aux familles dont vous avez parlé, et puis du service public de la petite enfance, peut-être juste repréciser que c'est en effet des schémas qui ont été introduits par la dernière loi plein emploi sur le sujet, enfin en tout cas avec vocation à être beaucoup plus généralisés. Et que après, dans ce qu'on voit, c'est que ils ont été installés partout. Donc la CAF est en effet motrice sur le sujet. Néanmoins, et c'est le propre d'un schéma départemental, elle n'est pas le seul acteur sur ce sujet-là. Et elle dépend aussi de l'investissement des autres acteurs sur le territoire. Quand on voit où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur SDS, schéma départemental de services aux familles et conseil départemental de services aux familles, ils ont été installés partout, sauf en Martinique. Donc ça, déjà peut-être pour les actions après qui peuvent être développées, c'est sûr que c'est plus compliqué quand sur certains territoires, ils n'existent pas. Après, on voit également que dans les réunions qui peuvent avoir lieu, elles ont lieu aussi à un rythme qui est un peu variable selon les territoires, donc y compris pour mettre en œuvre des actions efficaces en direction de la population. Il y a aussi un engagement un peu de l'ensemble des institutions qui est nécessaire et une mobilisation qui est nécessaire. Typiquement, on voit que vous parliez de parentalité. On pourrait se dire que les sujets de mortalité infantile, qui relèvent vraiment de l'action de la PMI, c'est vrai qu'on est plus sur leur périmètre d'intervention que sur le périmètre d'intervention des CAF. On voit que c'est des sujets qui sont par exemple la parentalité, c'est par définition c'est pas en Martinique, mais Mayotte non plus. En revanche, la Réunion, Guyane et Guadeloupe prévoient bien des actions sur ce sujet, alors pas dédiées à la problématique de la mortalité infantile, mais en revanche des actions sur la parentalité de façon un petit peu plus générale. Sur le service public de la petite enfance, parce que vous l'avez aussi évoqué, peut-être pour mémoire, ce service public de la petite enfance, il a vraiment vocation à développer les modes d'accueil sur les territoires. Donc là, on n'est pas non plus sur les sujets santé et mortalité infantile. En revanche, on est vraiment sur cette offre aux familles et ça a bien été prévu que cette réforme-là se déploie également sur le territoire ultramarin. Typiquement, on voit que, il y a quand même dans ce service public de la petite enfance, la loi prévoyait qu'un relais petite enfance soit mis en œuvre sur les territoires, ce qui permettait justement d'avoir une instance qui permettait de diffuser de l'information sur ces sujets. On a 147 villes fin 2023 de plus de 10 000 habitants en France qui sont non dotées d'un relais petite enfance. 36 étaient des collectivités d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion notamment. Donc c'est vrai qu'on a un sujet après de
mobilisation et de déploiement, en tout cas, c'est pas, et c'était vraiment l'esprit aussi de cette réforme, je crois. La CAF n'est pas le seul acteur sur ces sujets, et c'est bien normal parce qu'elle n'a pas la seule compétence. Donc elle dépend aussi, elle a à se mobiliser, et elle dépend aussi de la mobilisation des autres acteurs sur ces sujets-là. En revanche, comme vous le soulignez, et d'ailleurs on le voit, il y a des thématiques qui sont intégrées dans les schémas départementaux de services aux familles, qui ne sont pas les mêmes sur tous les territoires, justement pour prendre en compte les spécificités de certains territoires. Et donc, s'il y a des territoires qui veulent plus investir le sujet parentalité ou plus aller vers d'autres actions, c'est possible dans le cadre de ce schéma-là. Mais là, il y a aussi un peu un sujet justement de mise en place et de réunions régulières qui permettent de porter ces initiatives. Sur le transport, et je laisserai vraiment Madame Choquet-Marchand aussi compléter. De la même façon que en métropole, moi c'était aussi pour ça que je trouvais intéressant de commencer mon introduction par le panorama. On avait des prestations différentes, on a des prestations qui se rapprochent, et finalement sur le transport on est un peu dans le même cadre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en métropole, les aides au transport, on relève quand même beaucoup du niveau communal et moins du niveau national, où on a vraiment des prestations de solidarité qui peuvent participer du financement de la vie quotidienne, dont le transport, mais il n'y a pas forcément de dispositif local spécifique sur ça, y compris parce que la réglementation et la législation ne le prévoient pas forcément, quoi. Donc sur ces aides-là, on est sur quand même quelque chose de différent. Je ne sais pas si Madame Choquet-Marchand veut apporter des compléments à ce que je viens de dire. Peut-être si tu m'y autorises pour illustrer ton propos sur la dimension de la mortalité infantile. Effectivement, les CAF ne sont pas directement positionnés sur les sujets sanitaires. Néanmoins, au travers de cette adaptation territoriale des actions, la question de la naissance dans les territoires d'outre-mer, notamment en lien avec une proportion plus importante de familles monoparentales, est un sujet sur lequel les caisses en outre-mer sont davantage peut-être mobilisées que les CAF de l'Hexagone, avec par exemple la mobilisation de leurs travailleurs sociaux quand une personne seule fait part d'une déclaration de grossesse, et un travail avec nos collègues de l'assurance maladie sur un parcours combiné arrivée de l'enfant qui permet aussi de partager de l'information plutôt porté par nos collègues de l'assurance maladie autour de l'importance du suivi sanitaire. Cette question aussi de la vigilance en termes de santé fait que il y a actuellement en cours, porté par les ARS en lien avec un programme d'État, mais soutenu par les CAF, et donc avec la possibilité, en fonction des projets déposés, d'avoir un cofinancement de la part des caisses. Il y a actuellement un appel à projet spécifique au titre de la démarche des 1000 jours pour permettre de mieux mailler les territoires ultramarins de ces maisons des 1000 jours qui, sur l'ensemble du territoire français, ont parfois été bien prises en compte par les acteurs territoriaux de certains territoires, mais insuffisamment en Outre-mer, ce qui avait conduit donc l'État à souhaiter un appel à projet spécifique que les CAF ont relayé et sur lesquels elles sont prêtes à apporter des éléments de cofinancement. Donc là, avec vraiment cette volonté d'une mobilisation spécifique intégrant cette problématique d'une mortalité infantile plus importante sur ces territoires. Sur la dimension de l'itinérance, effectivement, pas forcément d'aide individuelle, même si parfois certaines caisses peuvent contribuer, par exemple, à la prise en charge du coût d'un permis de conduire. Par contre, plutôt une approche sur comment on permet aux services de se rapprocher des populations. Donc avec pour les caisses une offre d'accueil qui se traduit également par des permanences au plus près de là où sont les populations, et donc avec généralement un réseau d'offres d'accueil plus dense que ce qu'on peut connaître sur d'autres territoires. Et puis de la même manière, un peu en symétrie, la possibilité aussi de soutenir l'itinérance de services aux familles qui sont financés par les caisses. Je pense au relais petite enfance qu'évoquait Madame Bensoussan, mais également
également des associations que nous finançons au titre de la parentalité. Par exemple, à La Réunion, vous avez les bus aux familles qui sont un support important pour aller au plus près des populations parents de jeunes enfants. Et il y a cette même démarche aussi pour les services en direction des enfants et des jeunes pour les secteurs de l'animation de la vie sociale. Donc ça veut dire que très concrètement, la CAF peut participer au financement pour ces services, par exemple de l'acquisition d'un véhicule pour pouvoir être présent sur les territoires au-delà de la seule implantation centrale de l'équipement. Donc ça, c'est des dimensions qui sont plus fortement développées en Outre-mer que parfois sur des territoires de l'Hexagone avec le soutien des caisses. Je voulais juste vous poser une question sur la maison des 1000 jours, vous avez parlé de ça. Est-ce que ça peut être fait en lien avec les centres sociaux? Parce qu'on a des centres sociaux qui sont financés sur les quartiers, en fait. Tout à fait. Donc, l'appel à projet prévoit que, en fait, un certain nombre de services soient proposés aux populations. Et donc, derrière, les porteurs de projets peuvent être de nature variée. Ça peut être effectivement des associations comme celles qui gèrent des centres sociaux. Ça peut être aussi des collectivités territoriales. Ça peut même être la PMI qui peut postuler. L'idée étant que l'appel à projet recherche finalement un certain nombre de composantes qui reprennent à la fois des dimensions sanitaires, donc comment favoriser l'accès aux soins, mais également des dimensions d'accompagnement à la parentalité. Donc c'est ces deux pans qui sont recherchés pour pouvoir être labellisés Maison des 1000 premiers jours. Merci pour vos réponses. Et je passe la parole à la présidente de la délégation Outre-mer, Madame Jacques. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, la délégation aux Outre-mer a travaillé sur un rapport au premier semestre 2023 sur justement la parentalité dans les Outre-mer. C'était un travail conjoint avec la délégation aux droits des femmes. Et nous avons observé dans nos territoires ultramarins une proportion de familles monoparentales nettement plus importante que dans l'Hexagone, puisqu'elle était de 38% à La Réunion, 59% en Martinique, 52% en Guadeloupe et 46% en Guyane, contre 25% en Hexagone. Et un deuxième point nous avait frappé, c'était la proportion des naissances non reconnues, qui allait de 26% à La Réunion à 54% en Martinique, 63% en Guadeloupe et 68% en Guyane, contre environ 10% dans l'Hexagone. Ce rapport avait proposé parmi ces nombreuses recommandations deux recommandations qui étaient plus en lien avec la CAF, dont une où vous avez répondu, Madame, un peu, c'est sur améliorer l'allée vert en consolidant la présence de la CAF au plus près des familles et en développement des guichets uniques. Et puis, dans le cadre de la Convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la CNAF 2023-2027, il avait été préconisé d'inscrire un volet soutien à la parentalité outre-mer qui autoriserait les CAF à financer les projets à 100% et qui augmenterait des crédits disponibles pour développer des services aux familles. Donc j'aurais aimé avoir votre point de vue, savoir si vous avez des dispositifs analogues, quel serait votre point de vue, quel serait évidemment grosso modo le coût aussi de ces actions, puisque nous avons un budget contraint, et avoir aussi votre avis sur un phénomène qui se développe dans certains territoires et notamment lié à la politique migratoire de femmes, de bébés CAF, de femmes qui se retrouvent enceintes, qui ont parfois plusieurs enfants, soit de pères différents ou soit non reconnus par les pères, mais dont les géniteurs bénéficient des allocations familiales. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'analyser et de vérifier que les allocations vont bien pour le développement des enfants et que ce ne soit pas un phénomène, on va dire, qui soit détourné par des personnes peu scrupuleuses. Parce que malheureusement, ce sont des femmes qui se retrouvent après en grande précarité. Vous avez dit qu'il y a des femmes dont les allocations sont le seul revenu et parfois elles se retrouvent en très grande précarité à cause de cela.
Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Madame Choquet-Marchand comme la dernière fois, mais peut-être juste sur ce sujet, à la fois parentalité et situation de famille de monoparentalité. Sur la parentalité, donc il n'y avait pas à ce jour de stratégie qui soit dédiée Outre-mer. En revanche, il y avait des travaux sur les stratégies parentalité de façon générale. Et là, il y a de nouveaux travaux qui sont en train d'être faits parce que la précédente stratégie est arrivée à son terme en 2022, qui inclut, comme vous le disiez, les problématiques Outre-mer, mais on est en effet sur quelque chose qui nécessite probablement d'être creusé. Et peut-être sur famille monoparentale, comme on se le partageait un peu précédemment, oui, il y a un vrai sujet monoparentalité, alors qu'on observe et qui s'est aggravé, qui s'est accentué en tout cas en métropole et qui a un poids important également outre-mer. Donc ça, c'est vrai. Il y a plusieurs réformes qui ont eu lieu et qui ont été prises et qui, métropole et avec justement cette application aussi outre-mer, dans cet esprit d'harmonisation et d'égalisation des droits. Donc on est plus sur cette ligne-là de développer aussi et bien mettre en œuvre ce qui a été pris au niveau national, enfin au niveau de la métropole. Et après, alors, je laisserai vraiment Madame Choquet-Marchand compléter, mais sur les bébés CAF, c'est vrai qu'on se... Enfin, je ne sais pas s'il faut reprendre... voilà, avec l'expression ce que ça veut dire derrière. C'est vrai qu'on est un peu sur deux sujets parce qu'il y a à la fois les règles des prestations. Donc à partir du moment où il y a des prestations, des allocations familiales au premier enfant, en fait le droit c'est qu'il y a cette allocation familiale au premier enfant et c'est... même si cet enfant a été fait pour avoir une allocation, pour autant, il n'y a pas le droit de ne pas y avoir droit. Donc ça, c'est un peu le premier sujet. Et après, ça fait écho plus largement, je trouve, à ce que vous disiez sur justement l'accompagnement à la parentalité, les différentes initiatives dont elle parlait, notamment sur la maison des 1000 jours, le sujet périnatalité. Enfin, voilà, ça s'inscrit, je pense, dans une action un peu plus globale sur l'accompagnement et de la parentalité très en amont, et après de la naissance autour des enfants. Mais je laisse Gaëlle compléter ceci. Effectivement, et les prestations sont bien versées aux parents qui a la charge de l'enfant, et donc dans le cas qu'on évoque à la maman, sachant que dans les informations qui sont transmises aux mères, on évoque aussi les dimensions de coparentalité, et dans ces dimensions de coparentalité, l'important que même si c'est postérieurement à la naissance, l'enfant puisse être reconnu par le deuxième parent et que puisse être fait valoir les obligations alimentaires avec toutes les possibilités qu'ouvre désormais l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires. Donc de ce point de vue-là, ces enjeux de coparentalité sont bien des éléments qui sont portés à la connaissance des familles monoparentales au travers des offres de services de la CAF dans le cadre du parcours arrivée de l'enfant. Sur la dimension des recommandations qui avaient été portées dans le rapport, donc on a évoqué tout à l'heure la densité en termes d'offres d'accueil par les CAF ultramarines. Sur la dimension des financements possiblement... je me permets d'élargir ma réponse non seulement aux actions de parentalité, mais également aux services d'accueil du jeune enfant. Quand on regarde les coûts de revient de ces services, que ce soit en termes de construction ou en termes ensuite de fonctionnement, ils sont comparables à ceux qu'on connaît en moyenne nationale. Donc, le coût de ces services n'est pas forcément plus cher en Outre-mer qu'en moyenne nationale. En revanche, il y a davantage de difficultés à ce que la part de financement qui n'est pas couverte par la CAF le soit par les collectivités territoriales. Là où d'habitude les collectivités territoriales arrivent à amener entre la moitié et le tiers du financement nécessaire au bouclage financier des projets, il est plus difficile en Outre-mer d'avoir ce tel niveau d'engagement compte tenu de la santé financière globale des collectivités territoriales. Et donc effectivement, sur la base de la recommandation du rapport, dans le cadre de notre convention
convention d'objectifs et de gestion, il y a une fiche spécifique qui a été dédiée aux territoires ultramarins, intégrant notamment la possibilité d'envisager par finalement exception un financement par la CAF à un niveau plus élevé, pouvant atteindre 100% du coût d'un projet. Ce dispositif était planifié dans la convention d'objectifs et de gestion à partir de l'année 2025. Nous sommes actuellement en cours de travail avec les caisses ultramarines pour identifier les territoires et les porteurs de projets qui pourront bénéficier de ce dispositif de financement renforcé. L'objectif, c'est que sur la base des résultats que nous pourrons observer fin 2027 et en 2028, nous puissions voir si le fait d'avoir ce financement renforcé suffit à débloquer les situations, avec la perspective autant que possible que ensuite progressivement les collectivités territoriales puissent à leur tour apporter un soutien financier de telle manière qu'on ait une pérennisation de la structure et le cas échéant donc être en situation de remonter des résultats vis-à-vis de l'État pour négocier peut-être une approche plus générale et plus pérenne de ce dispositif qui, dans la convention d'objectifs et de gestion, est prévu de manière expérimentale dans l'idée de vérifier si ce levier suffit. La démonstration n'est peut-être pas si simple que ça, parce que dans les problématiques rencontrées sur les territoires ultramarins, se pose aussi la question, c'est vrai en Hexagone également, mais peut-être de manière aussi plus forte en Outre-mer, la question de la qualification, la présence de personnel qualifié, hein, où on sait que derrière, au-delà du bouclage financier d'un projet, la question du recrutement reste une question assez centrale aussi en Outre-mer. Or, c'est un enjeu important aussi pour la pérennisation des équipements. Donc, votre recommandation a bien été prise en compte à ce stade dans une visée expérimentale pour peut-être, si les résultats sont probants, négocier dans la prochaine convention d'objectifs et de gestion peut-être quelque chose d'un peu plus systématique. Pour l'accueil en petite enfance, moi je me réjouis effectivement qu'il y ait 100% sur le financement, mais c'est sur l'investissement. Mais le problème qu'on a dans les collectivités, c'est le fonctionnement. Ils disent qu'il n'y a pas plus de difficultés, mais bon, il faut savoir quand même qu'une auxiliaire puéricultrice ou une directrice de crèche titulaire a un coût supérieur que sur l'Hexagone. Et de deux, c'est vrai qu'on a un problème sur le personnel qualifié. Et bien souvent, je peux vous dire, j'ai ouvert, je sais plus, au moins 10 crèches, je crois, sur le territoire du Sud, à La Réunion. Et on a un problème souvent quand on accompagne en VAE nos auxiliaires puéricultrices, c'est l'hôpital après qui les absorbe, généralement aussi. Et c'est difficile d'avoir le personnel effectivement qualifié et de répondre aux critères. Et il faudrait peut-être une solution. Mais je vous dis, la PSU quand même a été... en fait, avec la PSU, on a quand même perdu beaucoup de recettes. Si, quand même, ça a été... Vous savez, sur le territoire hexagonal, j'ai un petit peu regardé comment ça fonctionnait. Vous avez plusieurs crèches qui sont sur le même trajet. Vous avez à 4 heures une auxiliaire ou un CAP petite enfance qui peut repartir faire 17 heures sur le même trajet. Et cette problématique-là, sur les territoires d'outre-mer, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le reproduire. Donc on a vraiment un personnel qui est constant jusqu'à la fermeture de la crèche, même s'il vous reste 3 enfants. Voilà, et c'est vraiment une grosse problématique. Tu voulais rebondir, je crois, Gaëlle. Peut-être apporter une précision sur ces financements expérimentaux. Donc, ils sont effectivement à hauteur de 100% en investissement et de 95% en puits dégressif sur la partie du fonctionnement. Donc, on a vraiment voulu tester une démarche d'accompagnement très renforcée. Sur le dernier aspect que vous évoquiez, c'est la question d'un point de vue technique qu'on appelle celle des agréments modulés, mais qui suppose effectivement l'accord de la PMI pour que sur les périodes de début et de fin de journée, l'équipement d'accueil du jeune enfant puisse finalement
au regard de la présence réelle des enfants, réduire la capacité sur les créneaux en début et en fin de journée et donc adapter d'autant la présence des personnels. Mais c'est vrai que voilà, il faut que la PMI donne son accord pour que cet agrément modulé puisse se mettre en œuvre. Et donc, selon les PMI, c'est plus ou moins facile à obtenir. Merci Gaëlle. 18% sont que sur 3 années ou 4 années. Après, Parce que c'est la durée de la COG. Et que c'est sur la durée de... Non, mais en tout cas, nous, ce qu'on peut... comme en fait, les crédits sont forcément alloués en fonction de la convention d'objectifs et de gestion qui lie l'État et la branche famille, ceci... notre cadre, il est forcément celui-ci. Après, on peut se dire que la dynamique est quand même impulsée et que c'est quand même plus compliqué. Et en tout cas, je pense que c'est aussi ce qui sera porté pour la prochaine convention, de faire un total revers sur cette dynamique-là. Enfin, je veux dire, prendre la décision qu'il n'y aurait plus rien et zéro crédit sur à la fois le soutien en investissement et en fonctionnement qui a été acté pour cette convention actuelle. C'est vrai que ça serait politiquement, je pense quand même, voilà, je me déplace un peu de mon rôle, mais quelque chose de compliqué à porter. Mais en revanche, nous, c'est pas pour dire qu'il y a zéro crédit à l'issue de la convention d'objectifs et de gestion, mais que c'est le cadre financier qui nous lie, ce cadre financier pluriannuel, il couvre ces années-là. Donc on ne peut pas après aller plus loin que ça, vu que ça dépend justement de la négociation qu'on aura de cette future, de la prochaine convention d'objectifs et de gestion. Mais pour vous donner peut-être un exemple, évidemment sous le contrôle de Gaëlle, il y a des choses qui avaient été portées dans la convention d'objectifs et de gestion encore précédente, typiquement un bonus territoire ou des réformes aussi de PSU, et après qui ont été reprises, améliorées, plus de soutien aussi au fonctionnement, comme vous le disiez, parce que c'est des choses d'ailleurs qui étaient remontées des collectivités en disant que le soutien à l'investissement était utile, mais il y avait un gros sujet aussi sur le fonctionnement et que donc il fallait rééquilibrer. Et l'objectif, c'est pas de se dire qu'en tout cas ces aides sont ouvertes uniquement pendant 4 ans, mais c'est que nous, notre cadre de relations budgétaires avec l'État doit être après négocié tous les 4 ans. Donc c'est un peu ça, cette dynamique qui se joue pour nous. Donc ça ne veut pas dire la fin des crédits, mais ça veut dire que nous, après, pour repartir, il faut que ça soit réinscrit. Mais je trouve que ce qu'on a pu voir, en tout cas dans les dernières années, alors après, il peut y avoir des choix politiques, mais ça, de toute façon, qui dépassent largement, je pense, les sujets investissement ou fonctionnement d'investissement en faveur de la petite enfance, ça c'est à voir. Mais voilà, ça ne signifie pas la fin des crédits sur ce sujet. Et après, je me permettais peut-être aussi donc voilà. Donc ça, je pense que c'est important aussi à préciser parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut parfois entendre, le fait de se dire en fait, au bout de 4 ans, les crédits vont disparaître. C'est pas forcément le cas. Après, oui, ça va être rediscuté, quoi. Mais parce que c'est le cadre qui nous lie à l'État. Peut-être juste aussi en rebond, parce que ça, c'est ce que vous disiez aussi sur la PSU et ses modes de financement. C'est vrai que c'est des remontées aussi que les CAF peuvent avoir. Et donc, il y a des travaux qui pourraient aussi, qui ont commencé à être menés justement sur est-ce qu'il faut aller sur une réforme et une évolution des modes de financement et lesquels ça doit être. Ça nécessite évidemment beaucoup d'expertise parce que, comme vous le savez, c'est des dispositifs qui sont quand même très complexes. Mais en tout cas, c'est un sujet, en effet, qui est identifié avec quand même toujours le bon équilibre à trouver parce que c'est vrai qu'il y a un sujet sur l'équilibre des structures. En même temps, en face, on a aussi le besoin des familles, c'est-à-dire faire peser sur les familles le coût d'une garde d'enfants qu'ils n'utilisent pas. Ce qui peut être un peu le cas si on a des forfaits, ça peut aussi poser des questions à la fois de justice et puis de capacité aussi à payer. Donc voilà, on est quand même, il y a à la fois l'équilibre des structures, la correspondance avec les besoins des familles, et après quelle forme de soutien est-ce que ça peut prendre. Donc en tout cas, ce sujet il est aussi identifié, il doit faire justement l'objet de réflexion pour venir alimenter probablement la prochaine convention d'objectifs et de gestion de la branche famille avec l'État, donc qui devra être adoptée en 2028. Voilà. Merci pour vos explications. Merci. J'aurais du coup, je souhaite rebondir sur ce sujet, puisque là, on est vraiment au cœur de la problématique, à savoir le financement, finalement, et comment on vient véritablement en aide aux familles. Moi, je voulais juste redire qu'on constate un taux de couverture global des accueils formels consacrés aux jeunes enfants beaucoup plus faible en Outre-mer qu'en Hexagone.
et en particulier la part des assistantes maternelles qui est très faible également. Alors, j'aurais aimé avoir des explications sur ce sujet-là et j'aurais aimé savoir s'il y avait des innovations sociales à mettre en œuvre en Outre-mer, parce qu'il faut quand même rappeler que quand le taux de chômage est élevé sur sur nos sociétés qui vous ont été décrites, avec un fort taux de monoparentalité, où en majorité cela concerne des femmes. On sait que le taux de chômage touche massivement les femmes, on sait que l'accès à l'emploi est plus difficile pour elles, donc agir efficacement sur la garde d'enfants avec de vraies propositions solides et durables, c'est œuvrer à réduire les inégalités sociales. Et je profite de vous avoir, vous et Madame Fouquet-Marchand en visio pour vous poser cette question-là. Quel serait le mode de financement, le moyen financier et législatif qui serait le plus efficace pour agir concrètement et durablement pour accompagner les familles et ces familles qui sont de plus en plus précaires. Les chiffres nous disent qu'elles tombent de plus en plus dans la précarité, dans la pauvreté. Donc il y a urgence à agir et nous sommes à votre écoute. Non, alors, merci beaucoup pour votre question. Quand on prend, donc on est d'accord que ça cible les sujets vraiment de garde d'enfants avec toutes les spécificités que ça peut, les conséquences que ça peut avoir. Bah, vous l'avez souligné, on voit qu'on est sur un sujet où il y a certes le sujet financier, c'est-à-dire le coût de la garde et donc ce que ça peut représenter, mais on voit, et vous l'avez quand même soulevé dans les sujets taux de couverture, que avant tout, on a un sujet quand même offre et capacité à offrir des solutions et à couvrir le territoire, avec également les problématiques que vous avez soulevées de est-ce qu'on arrive à mobiliser des professionnels pour y répondre. Donc, en effet, il y a des sujets autour des assistantes maternelles. De façon générale, on est sur des populations qui sont vieillissantes et avec des métiers qui ne sont pas forcément attractifs aussi pour les nouvelles générations. Donc, ouais. Donc, les déplacements aussi. Il y a les déplacements sont dans les aussi. quartiers, généralement. C'est ça. Donc, bon, c'est pas forcément... ça fait partie de l'offre, mais en tout cas, c'est pas forcément simple. Et après, là, c'est un peu la problématique qu'on s'est en effet partagée. C'est-à-dire, il y a eu un effort qui a été consenti financièrement pour développer l'offre de garde, des réajustements aussi, des financements pour justement mieux coller aux problématiques, on se l'est dit, sur notamment le fonctionnement. Alors, à nouveau, ce qui ne veut pas du tout dire que ça ne peut pas aller plus loin, mais c'est juste un peu pour aussi replacer dans la dynamique qui s'est fait, enfin qui a eu lieu, qui s'est quand même pris de plein fouet, notamment les sujets attractivité et comment est-ce que, voilà, vous le disiez, on arrive à bien conserver à bien faire de l'attractivité pour ces professionnels-là. Donc voilà, donc y compris pour que ça me colle au niveau financier, c'est sûr qu'on a un sujet un peu de mise en œuvre de ce service public de la petite enfance dans le contexte qu'on connaît. Donc outre la mobilisation un peu de tous les acteurs qui sont concernés, parce qu'à nouveau, enfin la CAF finance, mais c'est pas elle qui prend la décision non plus d'ouvrir les établissements d'accueil du jeune enfant. Donc ça c'est quand même le premier sujet. Après, ça reboucle un peu avec ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire s'il y a un sujet financement, bah, en effet, ça va probablement recouper avec les travaux qu'il faut mener sur évolution des modes de financement des établissements d'accueil du jeune enfant. Et ça pour voir où, en effet, quand il y a des difficultés dans les structures, et sans que ça retombe non plus trop sur les parents, est-ce qu'il y a des pistes à creuser là-dessus ? Ça, pour ça, les travaux n'ont pas atterri parce qu'ils sont justement en train d'être commencés et puis il y aura forcément des impacts. Donc c'est pour ça qu'on les commence maintenant pour la prochaine convention d'objectifs et de gestion probablement en 2028. Après, il y a en effet toute une réflexion aussi, vous parliez des assistantes maternelles, il y a probablement des problèmes de localisation. Est-ce qu'il faut aller plus loin sur des dispositifs comme des maisons d'assistantes maternelles ou autres dispositifs pour regrouper leur exercice, développer aussi des relais d'assistantes maternelles ? Enfin voilà, il faut voir si en effet dans l'exercice, il y a des dispositifs qui permettent de
rendre aussi plus attractif ce métier et de répondre un peu mieux aux problématiques qui se retrouvent sur le territoire. Et après, il y a en effet ce que soulignait Gaëlle sur les expérimentations qui sont aussi en cours sur le territoire pour faire en sorte que les structures puissent, que ça colle le mieux possible avec les réalités des territoires et qu'elles puissent accueillir au mieux aussi les parents et notamment les familles monoparentales. Sur ça, il y a vraiment, et je pense que vous avez entendu parler, mais il y a des sujets aussi des crèches à vocation professionnelle, des crèches à VIP. Bon, donc, mais bon, voilà. Donc ça, c'est des, mais à nouveau, il y aura pas, dans tous les cas, il y aura un sujet un peu de mobilisation collective sur ce sujet de la petite enfance et de la garde d'enfants, parce que c'est pas la CAF qui est compétente sur tous les sujets du début à la fin. Donc ça, les solutions, elles peuvent être proposées et elles peuvent être réfléchies. Ça, on le porte totalement et on le conçoit. Mais il faut aussi qu'il y ait une dynamique qui ait lieu sur les territoires de façon générale et avec toutes les complexités que ça peut avoir. Gaëlle, peut-être que tu veux compléter, réagir, je ne sais pas. Peut-être oui, quelques éléments en complément. Souligner que effectivement, historiquement, les taux de couverture en termes d'accueil du jeune enfant en outre-mer étaient inférieurs à la moyenne nationale, mais que sous la conduite du travail des caisses, la mobilisation de leurs partenaires, on voit que sur 3 territoires sur 5, Guyane, Mayotte et la Réunion, on a plutôt une croissance des équipements d'accueil du jeune enfant et donc progressivement une amélioration du taux de couverture. Alors c'est progressif et sur certains territoires, on reste encore éloigné de la moyenne nationale, mais la tendance est quand même à une réduction des écarts. Sur la Martinique et la Guadeloupe, la situation est un peu différente, mais nous sommes aussi sur des territoires où le nombre de naissances a tendance quand même à fortement diminuer. Et donc derrière l'enjeu de pérennisation des structures, surtout que c'était des territoires qui étaient proches de la moyenne nationale, ça fait partie des priorités des caisses. Après, il peut rester à l'esprit des familles que les crèches sont avant tout des espaces pour les enfants dont les parents travaillent. Et c'est un des enjeux du service public de la petite enfance que de faire aussi apparaître une demande peut-être non formulée par certaines familles, s'imaginant à tort ne pas pouvoir être éligible à un accueil en crèche, typiquement le cas des familles en insertion, sachant que le mode de financement demandé par la CAF pour bénéficier de subventions de la Caisse prévoit un barème de participation familiale qui permet de réduire de manière très significative le coût du mode d'accueil pour les familles les plus pauvres et donc facilitant, levant de ce point de vue-là un frein financier qu'on aurait pu craindre, avec d'autant plus maintenant, depuis la réforme du complément mode de garde de la PAJE, le CMG, le fait que là aussi, chez les assistants maternels, l'accueil est beaucoup mieux solvabilisé pour des familles modestes. Auparavant, il y avait un système par tranche et pour une famille qui gagnait l'équivalent de 2 SMIC, c'était 2 fois plus cher de recourir à une assistante maternelle qu'à une crèche. Donc ce problème-là a été traité avec la réforme du CMG en 2025. Sur la dimension des innovations sociales, la réalité de la situation sociale en Outre-mer conduit à ce qu'on puisse signaler effectivement des initiatives intéressantes. On connaît le rôle important du RSMA sur ces territoires et donc on accompagne actuellement du côté des CAF la création de crèches pour les enfants des jeunes qui sont engagés dans le RSMA pour justement leur permettre de se consacrer à leur formation en ayant la possibilité d'avoir une offre d'accueil pour leurs jeunes enfants. C'est le cas avec des projets à la Guadeloupe et à la Réunion et derrière de faciliter ensuite leur insertion professionnelle. Donc on a là la mise en relation d'acteurs du monde de l'insertion et du monde de la petite enfance qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres territoires de l'Hexagone et ça peut être une innovation intéressante à signaler. Pour les accueils de loisirs sans hébergement, là je vois dans vos réponses, vous dites que c'est peu connu. Alors moi je voulais
vous dire, c'est surtout sur les agréments qu'il y a un problème, parce qu'en fait, on utilise les écoles. Les écoles, les enfants peuvent bénéficier des locaux pendant l'année scolaire, et quand on demande un agrément, mais c'est pas la CAF qui donne l'agrément, c'est pas la PMI, c'est la jeunesse et sport, généralement l'école est pas agréée. Donc ce qui fait que dans les quartiers, et le problème, on vient de le voir, le problème c'est surtout les déplacements. Et c'est vrai que quand sur un quartier populaire, l'école n'est pas agréée, on se prive d'un centre d'hébergement qui aurait pu fonctionner avec 200 enfants. C'est une grosse problématique. Le sujet des locaux est effectivement un sujet qu'on retrouve. Ça peut être le cas aussi sur les dimensions de restauration scolaire, où parfois le patrimoine est un peu ancien. Donc du côté de la CAF, on peut contribuer par des aides à l'investissement à l'aménagement ou la rénovation de locaux pour les accueils de loisirs, également pour la restauration scolaire. Il y a typiquement actuellement un plan d'action en Guadeloupe autour, alors j'élargis un peu ma réponse, autour de la restauration scolaire, et puis effectivement sur les accueils de loisirs, là aussi la possibilité de participer à des programmes d'investissement, mais derrière on sait les problématiques de foncier aussi en Outre-mer, et donc la nécessité souvent de demeurer dans des implantations et d'essayer de travailler plutôt sur leur rénovation, ce qu'on essaye d'accompagner. Merci. Oui, toujours dans le cadre des travaux sur la parentalité, nous avions mis en évidence la création d'un observatoire de la parentalité qui a été monté à La Réunion, et savoir si justement il y aurait possibilité d'encourager ce type d'initiative, parce que, comme vous l'avez dit fort justement, chaque territoire est particulier et unique, et on doit répondre aux réalités des territoires, indépendamment, on va dire, de la généralité des territoires. Et je pense qu'il faudrait peut-être s'associer avec les élus, les responsables de la petite enfance et du social de chaque territoire, pour refaire remonter des propositions aussi de projets en fonction des réalités. Alors, pour les assistantes maternelles, tout à l'heure on avait parlé de revaloriser. Pour faire un peu le parallèle avec Saint-Barthélemy, il n'y a pas de structure d'accueil général. Mais par contre, nous avons développé dans chaque quartier des maisons d'assistantes maternelles qui fonctionnent très bien et qui permettent aussi à un certain nombre de femmes d'avoir un revenu intéressant tout en gardant des enfants. Une seule petite remontée concerne les frais, ce qu'on appelle les frais annexes, à savoir pour le bain, pour la nourriture mise à la disposition des petits. Il existe, avant, la réglementation permettait d'adapter en fonction des réalités des territoires, mais depuis quelque temps, il y a des frais fixes de 8 €, me semble-t-il, par parent, et ce qui ne tient pas spécifiquement compte de la réalité du coût de la vie dans les territoires. Donc voilà, voir s'il y a une possibilité de réajuster ces frais annexes pour mieux répondre aux réalités des territoires. Et je tiens à saluer, parce que je suis agréablement surprise de voir que les recommandations du rapport, et notamment par rapport au RSMA, qui était une de nos recommandations, a été bien prise en compte. Donc nous sommes ravis de pouvoir contribuer et continuer à travailler pour nos familles. Alors, concernant le complément de mode de garde de la page, qui permet de contribuer aux frais relatifs à l'emploi d'une assistante maternelle. Donc, effectivement, il y a un plafond horaire qui a été identifié dans la réglementation et qui est basé sur le taux médian, finalement, de coût de revient.
certes, les prix pratiqués en Outre-mer sont pris en compte par ce taux médian, mais au même titre que d'autres territoires où les coûts peuvent être effectivement plus bas. Donc, on tient compte des indemnités d'entretien en plus du salaire de l'assistant maternel, mais effectivement sur la base d'un taux médian national et donc qui peut nécessairement, je dirais, limiter la prise en compte de réalités territoriales d'indemnités d'entretien plus élevées. Et je n'ai pas connaissance de travaux visant à spécifier ce taux par territoire. Je n'ai pas entendu parler de perspective en ce sens. Non, je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie pour la clarté de vos réponses et les éléments que vous nous avez transmis également par écrit, qui sont très, très détaillés. Non, pas d'autres questions. Merci à vous à toutes. Nous allons mettre fin alors à l'audition s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie aussi pour la clarté de vos réponses, mesdames, et aussi pour les questions. Si jamais vous voyez, vous voulez rajouter sur votre rapport d'autres observations, écoutez, nous serons preneurs, mais jusqu'à la date limite, c'est la semaine prochaine, quoi. La fin de cette semaine. Ou la fin de cette semaine. Merci en tout cas pour Merci beaucoup à vous. mesdames, de nous avoir consacré ce temps. Merci. Merci. Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.